Ceci est le premier plan de The Iron Claw. Ce plan mythologise Fritz von Erich, le premier personnage de notre histoire. Il nous surplombe, nous écrase même, le visage distordu et les muscles gonflés à bloc. Nous assistons à une performance. Une performance dont Fritz sort victorieux. Mais aussitôt sa victoire proclamée, le montage cut sur les vestiaires, loin de la fureur et de la clameur du stade. Ce procédé, le film va l'utiliser à de nombreuses reprises. Cette ambiance pesante et oppressive que l'on ressent pendant tout le long, elle a une raison. Enfin, deux si on compte la réelle histoire déprimante qui se cache derrière et dont on va toucher 2 ou 3 mots par la suite. Cette raison plus stylistique, on va dire, c'est que le réalisateur Shunderkin va nous priver de catharsis pendant 2 heures et 3 minutes très exactement. Souvent, on verra le début d'une action, le build-up, mais on nous privera de la conclusion pour nous laisser seulement avec les conséquences de celle-ci. Et inconsciemment, notre sentiment de frustration finit par mirorer les sentiments bien réels de Kevin von Erich, notre protagoniste. Pendant 2 heures et 3 minutes exactement, parce qu'à 2 heures et 3 minutes, il se passe ça. I used to be a brother. And now I'm not a brother anymore. Je suis incapable de retenir mes larmes quand cette scène arrive. Ce n'est pas le film de 2023 qui m'a fait le plus pleurer parce que ça, c'était les Gardiens de la Galaxie 3 et non, je ne suis pas prêt à en parler. Mais The Iron Claw, c'est un film qui me restera longtemps dans l'esprit. Il y a ce quelque chose d'immatériel qui le fait passer pour moi de bon film à chef-d'œuvre. Le sentiment d'intemporalité de cette histoire. Shunderkin a su sublimer ce biopic parce qu'il ne se contente pas d'être seulement un biopic. C'est une fable contant la magnifique histoire de camaraderie entre 4 frères confrontés à la tyrannie de leur patriarche. Des Golgoths à la musculature parfaite, invincibles même, à qui la vulnérabilité était interdite. Une tragédie qui confronte très frontalement la prison que représente ce terme parfois bien galvaudé, il faut dire, mais ici bien à propos, de masculinité toxique et d'emprise patriarcale. J'adore tout simplement un film qui ne craint pas son message. 2023 est une année très fourni en talent, mais encore aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment ce long métrage n'a pu recevoir aucune nomination ou récompense dans une cérémonie prestigieuse. Zac Efron nous livre la plus grande performance de sa carrière et ce n'est pas rien quand on connaît son autre plus grand rôle. Voilà. Je voulais quand même réserver quelques lignes de texte ou de dialogue, ça dépend un peu de votre perception des choses, sur ce film qui mérite qu'on lui rende justice. Parce que aujourd'hui, comme en témoigne cette DA un peu différente d'habitude, eh bien c'est parce qu'on va faire les choses un peu différemment. On va pas s'attarder sur le film en lui-même, son style ou sa réalisation, mais bien sur l'histoire qui se cache derrière lui. Pour faire simple, Shunderkin, le réalisateur, a bien su pour moi adapter l'histoire des Von Erich en ce qu'elle représente, dans le sens où, si je dois dégager une thématique à partir de personnes réelles, c'est le film parfait sur la fratrie Von Erich. Mais il a aussi dû faire des choix pour son film, notamment en termes de rythme, qu'une vidéo comme la mienne n'a pas à faire. C'est pourquoi, après des recherches extensives de ma part, je vous propose de découvrir avec moi la véritable histoire de la dynastie Von Erich. Et dernière petite chose pour l'intro, j'ai eu une quantité de ressources très intéressantes pour cette vidéo, notamment parce que c'est une période qui est très documentée, mais je voulais vraiment mettre l'accent sur une source en particulier, qui est le podcast Behind the Bastards de Robert Evans sur Vince McMahon. Ça m'a vraiment déblayé toute l'histoire de la discipline du catch et pour ça, j'en suis très reconnaissant. Voilà. Toutes les sources sont bien sûr disponibles dans la description de cette vidéo. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente vidéo. C'est parti! Notre premier protagoniste, Jack Barton Atkinson de son vrai nom, naît à Jewett dans le Texas en 1929. Alors, toutes les sources ne concordent pas forcément à ce sujet, mais je pense que nous, on va s'accorder à dire qu'il n'a pas eu l'enfance la plus simple, comme à peu près tout enfant né durant la Grande Dépression. C'est un athlète émérite qui essaie de faire son trou dans le football américain, d'abord dans la NFL, puis n'y arrivant pas dans la Ligue canadienne. Sa présence au Canada, ça l'amène à rencontrer une des personnes qui aura le plus d'importance dans sa vie, le non moins légendaire Stu Hart. Alors, il y a 3 raisons qui font de Stu Hart un des piliers de la vie de Jack Atkinson. Déjà, tout simplement, c'est lui qui va le lancer dans une carrière de catcheur en l'entraînant dans une des salles les plus mythiques de la discipline,
le donjon. Ensuite, c'est difficile de voir la dynastie de catcheurs célèbres de la famille Hart avec des personnes comme Owen Hart ou encore Bret Hart pour ne citer qu'eux et de pas faire un parallèle avec le clan Von Erich que va fonder Jack Atkinson par la suite. Et enfin, troisième chose, et peut-être la plus importante, c'est lui qui va lui trouver son gimmick. Et ce gimmick, c'est ni plus ni moins que le nom sous lequel il va se produire pendant toute sa carrière de catcheur, Fritz Von Erich. Et Fritz Von Erich, c'est pas juste un nom, c'est aussi un rôle, et ce rôle, c'est celui d'un catcheur nazi. Ouais, alors, catcheur nazi, je sens que j'ai un peu foutu la mauvaise ambiance là tout de suite, mais pour de vrai, il y a une explication derrière. Parce que le personnage de Fritz Von Erich, c'est une question de théâtre avant tout. Et oui, désolé de vous l'apprendre, mais le catch, c'est du théâtre. Une discipline théâtrale qui nécessite un niveau d'athlétisme et de dopage hors du commun, mais une discipline théâtrale quand même. Et cette théâtralisation du réel, elle porte un nom bien précis, et c'est celui de kayfabe. Et dans la kayfabe, on a des rôles bien précis pour les catcheurs, on a les babyface qui sont communément les gentils, et de l'autre côté les heels qui sont les méchants. Et pour en revenir à Fritz Von Erich, les catchers heels, ce sont souvent les méchants de l'imaginaire commun du moment. Et comme il se produit dans les années 50-60, les méchants dans lesquels on va aller puiser, ce sont soit des communistes, soit des nazis. Et pour la petite anecdote, dans mon enfance, moi, ça donne le catcheur Muhammad Hassan, qui priait à Allah avant chaque match, et surtout, était globalement favorable aux attentats du 11 septembre 2001. Ouais, vous m'avez bien entendu. Et Muhammad Hassan, dans la vraie vie, il s'appelle Mark Julian Copani. C'est un New-Yorkais d'origine italienne. Faut vraiment pas s'arrêter sur les stéréotypes raciaux du catch parce qu'on est à un tir de racisme auquel on n'est plus vraiment habitué aujourd'hui. Un autre aspect à prendre en compte du gimmick de nazi de Fritz Von Erich, c'est l'essor de la diffusion télévisuelle à la même époque. Des diffusions en noir et blanc, loin des standards de la HD actuelle, et parfois ces costumes de nazis ou de communistes servent tout simplement à différencier les catcheurs et à les rendre identifiables sur les postes de télévision. Ne pensez pas à toutes les blackface qui ont pu exister à cette époque, parce que même aujourd'hui, en Full HD, ils ont pas trop de problèmes à en faire. Jack Atkinson, renommé Fritz Von Erich, entame une carrière plutôt prolifique en tant que heel. Son move qui l'a fait passer à la postérité, c'est la fameuse Iron Claw. Un move plus théâtral que réellement efficace, mais qui a de la gueule. Et le film le lui rend bien. Il entame aussi un partenariat plutôt vendeur avec le catcheur Wally Sieber, renommé Waldo Von Erich, qui incarne donc son frère sur le ring. Il fait la tournée des différentes ligues de l'époque, mais une première tragédie va déjà avoir un impact sur la trajectoire de sa vie. Dans son Texas natal, il a déjà commencé à fonder une famille avec sa femme Doris. Jack Jr. né en 1952, Kevin en 1957 et David en 1958. Malheureusement, Jack Jr. décède tragiquement à l'âge de 7 ans seulement. Il s'électrocute à cause d'un faux contact sur une machine agricole et, paralysé, finit par se noyer dans la mare causée par la neige fondue de ce début de printemps 1959. Une mort résolument atroce qui serait la pire qu'une famille peut connaître, mais pas chez les Von Erich malheureusement. Cette tragédie force Fritz à abandonner les tournées sur la côte Est afin de se rapprocher de sa famille. Il se produit encore chez la AWA, puis plus tard la NWA sur le territoire de Sam Muchnick à Saint-Louis. Il a une carrière très honorable, ayant pu concourir par 3 fois pour le titre de champion du monde poids lourd NWA, le titre le plus prestigieux pour un catcheur. Et là, je vais faire une deuxième et dernière digression parce que j'évoque la AWA, la NWA et par la suite, il va falloir qu'on parle de la WCCW et de la WWF. Ça mérite une explication. D'autant que si vous avez déjà vu le film, cette obsession de Fritz pour le titre de champion du monde NWA, cet éclairage peut vous être utile pour un revisionnage. Parce que ce fonctionnement avec une entité centralisée qu'on connaît nous aujourd'hui, eh bien ce n'est pas celle qu'ont connue respectivement Fritz ainsi que ses fils par la suite. La version ancestrale du catch telle qu'on la connaît aujourd'hui, on la doit aux années 1920, et plus particulièrement à un casting de 3 personnages hauts en couleur qu'on nommait le Goldust Trio. Billy Sando, Joseph Tootsmond et
Ed Strangler Lewis. Un stéréotype d'homme qui n'existe tout simplement plus aujourd'hui, considéré comme bagarreur et alcoolique même pour les standards de l'époque. C'est sous leur impulsion que le catch va s'éloigner des origines sportives de la lutte pour se diriger vers des moves plus spectaculaires et la théâtralisation. Ce sont aussi de véritables pionniers en tant que promoteurs, délaissant les lieux carnavalesques où les catcheurs se produisaient autrefois pour de véritables arénas de spectacle. Ils pouvaient par exemple se produire au Madison Square Garden sans trop de problèmes à guichet fermé. Ce système de promotion avec son casting de catcheurs va très vite se démocratiser et très vite aussi ça va être à couteau tiré entre les différents promoteurs. On essaye de débaucher les catcheurs des uns et des autres avec des méthodes très proches des cartels mexicains, ce qui n'est pas hyper surprenant tellement on est face à des anciens carnavaliers qui sont aussi très proches d'être des mafieux. Cependant, il existe un groupe de promoteurs qui va reconnaître très vite que ces querelles, ça nuit à l'expansion du sport et plus grave encore, ça nuit au profit. C'est pourquoi le 14 juillet 1948, ils vont se réunir pour fonder la NWA, pour National Wrestling Alliance. L'Amérique est découpée en différents territoires, les salaires fixés entre les différentes promotions, et si un catcheur décide de créer sa propre promotion, ça doit se faire avec l'aval de la NWA sous risque d'être blacklisté. Tout ça est bien évidemment illégal, violant tous les principes de concurrence des États-Unis, mais pourquoi est-ce qu'ils en auraient quelque chose à foutre? Après tout, ce sont déjà pour la plupart tous des criminels. La création de la NWA a aussi pour but d'homogénéiser le titre de champion du monde de catch. Jusqu'à cette époque, tous les territoires pouvaient prétendre avoir en leur sein le champion du monde de catch parce qu'après tout, il n'y avait pas d'organe central pouvant valider ou non si c'est le cas. Désormais, ces ligues ont leur champion de territoire local et la NWA dans sa globalité ont le champion du NWA World Class Heavyweight Championship. En gros, chaque territoire peut envoyer son champion local pour concourir face au champion NWA pour le titre. L'issue du match est bien sûr décidée à l'avance entre les différents promoteurs de la NWA et votée à main levée. C'est ce titre que Fritz essaye de remporter par 3 fois. Mais la NWA ne va jamais le laisser s'arroger ce titre, probablement à cause de son personnage de heel nazi. Et c'est un peu l'origine du mal, la source de toute la rancœur et toute l'obsession de Fritz, comme on peut le voir dans le film. Dernière petite chose sur les territoires pour les 25 trentenaires qui, comme moi, ont grandi en regardant SmackDown et Raw sur NT1, c'est que le système des territoires aujourd'hui, il s'est largement effondré. La NWA ainsi qu'un certain nombre de ligues qui étaient sous son giron à l'époque subsistent encore, mais on est bien loin du prestige et des lumières d'antan. Pas sûr, par exemple, que le titre de champion du monde NWA, ça ait beaucoup de sens pour le public aujourd'hui. Et ça, on le doit à la WWF. La WWF, c'est de base un territoire de la NWA sous le giron de Vince McMahon Sr. dans le nord-est des États-Unis. Mais c'est sous Vince McMahon Jr., lui normalement je crois que vous le connaissez, que le territoire va cannibaliser tous les autres à la fin des années 80, début des années 90, en recrutant tout simplement leurs catcheurs à prix d'or. Et ça, additionné à la production de WrestleMania qui est du jamais vu à l'époque, ça fait que la WWF renommée WWE au début des années 2000 prend une envergure nationale. Ils vont par la suite racheter un grand nombre de territoires et pousser les autres à la faillite. Dans le film Iron Claw, on a un petit aperçu de cette période lorsque Kerry Von Erich décide de quitter la ligue paternelle pour se produire à la WWF sous le pseudonyme de V-Texas Tornado. Aujourd'hui, la WWE a un quasi-monopole sur la production de catch aux États-Unis et un rayonnement international. Ce qu'on connaît nous donc, c'est cette entité centralisée du catch bien loin du système de territoire qu'ont connu d'abord Fritz Von Erich, puis ses fils par la suite. Mais nous, on est en 1966 et à un tournant de la vie de Fritz Von Erich. Et là, c'est un des seuls moments où je ferai un compliment à cet horrible personnage, mais Fritz Von Erich, c'est l'un des seuls catcheurs qui a su être intelligent avec son argent. Des investissements dans la région de Fort Worth à Dallas l'ont rendu tout simplement millionnaire. On a atteint le stade où Fritz possédait 3 avions, un large troupeau de bétail et 5000 volailles.
La propriété familiale était un ranch près de Lake Dallas de 68 hectares. Cette fortune, ça lui permet de posséder l'iconique Sportatorium à Dallas et de tailler sa part dans le giron des territoires de la NWA. Il crée donc la WCCW pour World Class Championship Wrestling et devient le parrain du Texas. Et je ne sais pas si vous vous rappelez quand je minimisais son rôle de nazi, mais finalement, il y a quand même des sacrés faisceaux concordants sur le fait que c'était un nazi dans la vraie vie aussi. C'est un born-again Christian, une mouvance prosélyte à qui on attribue une part de responsabilité dans le virage très extrême du Parti républicain aujourd'hui. C'est un des grands donateurs de l'État du Texas, fricotant avec des figures du conservatisme local comme le superpasteur Pat Robertson ou le propriétaire des Cowboys Dallas, H.R. Bright. Et ce lien étroit avec cette idéologie, ça va ouvrir une porte inattendue. Le puissant mélange du sport, showbiz et évangélisme est devenu évident à l'automne 1981 quand la WCCW a commencé son partenariat avec la chaîne de diffusion chrétienne KXTX Channel 39. Un producteur de KXTX fut le pionnier derrière un nouveau style de diffusion du catch au rythme très rapide qui faisait l'usage de 4 caméras, des replays instantanés et des montages au rythme des hits populaires du moment à la MTV. À son apogée, World Class était diffusé dans près de 60 marchés aux États-Unis. La WCCW, c'est vraiment la précurseur de tout ce qui se fera en termes de show dans le catch pour les années à venir. Les rivalités entre catcheurs sont iconisées à travers des programmes télévisuels proches de la télé-réalité. Leur aura surpasse donc le ring parce qu'elle se prolonge télévisuellement et ceux-ci atteignent le rang de superstars dans l'État du Texas. La Ligue voit passer de réelles icônes comme les Fabulous Freebirds, Chris Adams, Gino Hernandez, Ric Flair ou encore Bruiser Brody, mais personne n'atteindra le rang de superstar comme ceux pour qui la Ligue a été créée. Je parle bien évidemment des frères Von Erich. Parce que Fritz avait un plan. À la fin des années 60, Gary Hart, son némésis, révèle qu'il n'était pas un nazi, mais bien un authentique Texan boy. Il devient donc par la même occasion un babyface dans la WCCW, ce qui facilite grandement l'introduction de ses fils par la suite. C'est vrai que c'est un peu mieux comme départ que fils de nazi. Je sais pas si on se rend compte, c'est pas 1, pas 2, mais bien 5 frères qui ont été envoyés sur le ring. Et oui, je dis bien 5 frères parce que la fratrie Von Erich, c'est Kevin, David, Kerry, Mike et Chris. Outre Jack Jr. qui est décédé prématurément, il y a bien un 5e frère qui a existé et qui s'est produit sur le ring. Mais comme on va le voir, le réalisateur a fait le choix de ne pas adapter son histoire à l'écran et on comprendra pourquoi par la suite. Dans un documentaire produit par la WWE en 2007 ou encore l'épisode de Dark Side of the Ring consacré à la fratrie, il nous est dit que le désir de se produire sur le ring viendrait plus des enfants plutôt que de Fritz lui-même. Qu'en gros, c'est des enfants que s'est manifesté ce désir profond et que ça venait absolument pas de lui. Alors moi, je vais être assez critique de ce point de vue parce que en confondant les sources, on s'aperçoit que les documentaires qui défendent ce point de vue, ce sont surtout ceux où Kevin Von Erich est présent. Si on parle du film Iron Claw par exemple, c'est un film plus abrasif sur le rôle de Fritz et Kevin n'a pas été consulté plus que ça et déjà il est assez critique du portrait qu'est fait de son père. Tout d'abord, avec la sortie du film, je voudrais que les gens réalisent que c'est un film. Il est calibré pour le divertissement. Il n'est pas tant factuel. Et je vais vous dire, mon père était un grand homme. Je l'aimais tellement. C'était un homme bon et honorable. Il respectait toujours ses promesses. Une poignée de main, c'était assez pour qu'il les honore. Je veux que tout le monde sache que le portrait qu'en fait le film est rance. Il vous fait penser que la pression qu'il a mise sur nous est la raison des suicides de mes frères. Je veux dire, pourquoi quiconque se suicide, c'est déjà incompréhensible à mes yeux, mais si je dois trouver une raison, c'est la drogue. C'est la faute des drogues. C'est ce sentiment d'impuissance de laisser tout le monde tomber et on se sent comme un moins que rien. Tous mes frères avaient un sens de la loyauté exacerbé. Et c'est pas plus compliqué que ça. La honte et la culpabilité de l'échec. Ça n'avait rien à voir avec mon père.
Alors, sur cette chaîne, on va plutôt défendre le point de vue que ça a tout à voir avec le comportement de Fritz, comme on va le voir dans la suite de cette vidéo. Mais effectivement, la personne qui était à l'épicentre de tous les événements a aujourd'hui un portrait plutôt clément par rapport à son père. Alors, on va pas psychologiser Kevin Von Erich outre mesure, mais c'est vrai qu'il y a une vraie tendance à pas réussir à réconcilier les faits réels avec la vision qu'il a de son père. D'autant qu'on peut saupoudrer à tout ça l'idéologie chrétienne dans laquelle il a grandi, où c'est très je forge mon propre chemin et je suis responsable de mes actes. Donc voilà, ça nous donne un peu un narrateur peu fiable par rapport à toutes les sources qu'on a à côté. Mais par transparence, je préférais quand même le mentionner. Comme le dit le commentateur Bill Mercer qui a travaillé en son temps pour les Von Erich, j'ai côtoyé un grand nombre d'athlètes pionniers, mais je n'ai jamais été témoin d'aucune situation comme le développement de cette famille qui, en son temps, a complètement conquis le monde du catch. Qu'un fils suive dans les traces de son père, c'est assez commun. Que deux le fassent, c'est remarquable. Qu'un homme ait pu exercer assez de contrôle parental pour 3 et 4 fils, quoi qu'on en dise, c'est très impressionnant, mais aussi très terrifiant. Si vous voulez vous rendre compte de l'atmosphère dans laquelle ils ont grandi, Nicolas Alhelm écrit « À partir du moment où Kevin, David et Kerry sont entrés dans l'adolescence, leur père leur a imposé des séances d'entraînement brutales. Malgré le fait qu'ils pratiquaient tous une myriade de sports différents au collège et au lycée, ils les réentraînaient 3 heures de plus chaque jour après l'école. Alors que les garçons ont tous grandi près du catch et connaissaient le catch, il était clair pour tout le monde que leur père ne leur laisserait pas le choix. Leur futur était dans le catch, qu'ils le veuillent ou non. Donc bon, ça me semble quand même assez clair de qui venait la décision de lancer ses enfants dans le catch. Kevin commence sa carrière en 1976, David en 1977 et Kerry en 1978. Ensemble, ils formeront le trio superstar de la WCCW, celui responsable de ses plus belles heures, avec une communauté de fans très engagée. On peut pas s'en rendre compte parce qu'on n'était pas dans la culture catch des années 80, mais même des mecs comme Hulk Hogan ou encore Ric Flair atteignent pas le degré de starification de ces 3 frères. Et même les cantonner juste au catch, c'est pas leur rendre justice. Les Von Erich, ce sont les plus grandes stars du début des années 80 au Texas. Kevin est un catcheur ultra technique et athlétique avec la particularité de pratiquer le sport pieds nus. Kerry est un monstre physique hyper explosif et spectaculaire, mais c'est David avec son bagou et sa présence télévisuelle qui crève l'écran, à tel point qu'on lui prédit le titre de champion du monde NWA à moyen terme. Les signes ne trompent pas, il bat même le champion du monde Harley Race en 1979 dans un match exhibition. Souvent, ces matchs, c'est l'occasion de montrer ce qu'on a dans le ventre à la NWA dans son ensemble. Et aussi dans un acte de défiance assez inédit par rapport à ses frères, il se produit dans d'autres ligues que la WCCW. Il part faire la tournée des autres ligues en tant que heel, travaillant sa présence à l'écran et sa crédibilité pour un titre futur. Maintenant, on pourrait penser que leur statut de superstar de la WCCW et le fait que ce soit juste les fils du propriétaire, ça leur garantirait un traitement préférentiel, mais c'est globalement l'inverse. Fritz a élevé ses fils avec la même mentalité que tellement de catcheurs de l'époque, avec la kayfabe au-dessus de tout. World Class produisait des matchs à travers tout l'État du Texas et leurs talents combattaient parfois jusqu'à une demi-douzaine de fois chaque semaine. Les blessures n'étaient pas une option. Alors que le trio aurait pu avoir un traitement préférentiel en tant que fils du promoteur, on se reposait en fait sur eux pour faire vendre toutes les places dans un nombre maximum de salles. Les nuits de repos n'étaient pas une option. Et si on pouvait se questionner si le régime de musculation imposé par Fritz était barbare ou non, son comportement transparaissait de plus en plus comme l'inverse d'un homme de famille. Il a poussé ses enfants plus fort que n'importe quel mortel pouvait être poussé. Les antidouleurs sont devenues une partie intégrante de leur régime alimentaire, souvent accompagnés de stéroïdes dont ils avaient besoin pour maintenir leur corps d'Apollon. Cool. Je tiens à rappeler qu'ils sont au début de leur vingtaine et ces conditions de travail font des ravages sur leur corps et leur état mental. Le 10 février 1984, David est retrouvé mort dans son hôtel lors d'une tournée au Japon. 1 mois avant le match qui le promettait au titre de champion NWA face à Ric Flair. Il avait 25 ans.
Les circonstances de sa mort sont pour le moins suspectes. Une autopsie conclut à une entérite aiguë qui aurait provoqué une perforation de ses intestins, mais les bruits de vestiaire sont pas totalement concordants. Certains jugent que ce serait plutôt lié à sa consommation létale de drogue. Ric Flair avance dans son autobiographie que Bruiser Brody, un autre catcheur de la WCCW qui accompagnait David dans la tournée au Japon, s'est débarrassé des antidouleurs dans les toilettes avant que les autorités japonaises arrivent. Malheureusement, on n'a pas les propos de l'intéressé lui-même parce qu'il s'est fait poignarder à Puerto Rico pour une histoire qui n'a rien à voir des années après la mort de David. Le monde magnifique du catch des années 80, j'ai envie de dire. La mort de David, c'est une grande source de confusion et par la suite de théories du complot. Est-ce que c'est la thèse officielle? Est-ce que c'est les antidouleurs? Est-ce que c'est une crise cardiaque même? Personne ne pourra jamais vraiment savoir. Après, c'est pas vraiment le plus important, et surtout, ces théories sont pas mutuellement exclusives. Une entérite aiguë, ça pouvait pas arriver à une pire personne qui prend des coups réguliers et surtout des antidouleurs à répétition pour compenser. Et surtout, David, c'est pas un cas isolé, mais surtout l'avatar de quelque chose de systémique chez les catcheurs. Pour la faire simple, généralement, vous prenez de la cocaïne avant vos matchs pour vous exciter et faire une rentrée plus spectaculaire et marquante. Puis à la fin du match, vous prenez des analgésiques, souvent mixés avec de l'alcool, pour compenser la douleur et les blessures. Ajoutez à cela qu'en plus à cette époque, ce sont de réels pionniers des effets des stéroïdes et surtout des dosages à utiliser et vous obtenez une espérance de vie des catcheurs qui est pas beaucoup plus que 50 ans. La mort de David, c'est un événement charnière pour la WCCW. Un avant et un après et le début de la fin pour la dynastie Von Erich. La disparition de la Yellow Rose of Texas est un drame pour l'État tout entier et ce sont pas moins de 3000 personnes qui vont se présenter à ses funérailles. On dit qu'il était impossible d'acheter une rose jaune dans l'État qui l'a vu grandir ce jour-là. Cependant, vous pouviez acheter une photo du défunt contre $10 des mains de Fritz lui-même d'après des témoignages. L'apogée de World Class, c'est sans nul doute le match commémoratif de la mort de David se déroulant le jour où il devait remporter le titre face à Ric Flair. Le 6 mai 1984, devant 32 000 personnes au Texas Stadium, c'est Kerry qui affronte le champion NWA. Et après 13 minutes dans un match qui est remémoré comme un des meilleurs de tous les temps, Kerry Von Erich immobilise Ric Flair et libère tout un peuple. Cependant, on est sur un titre un peu fantoche pour rendre hommage à David. Kerry perdra la ceinture de champion face à Flair 18 jours plus tard. La mort de David, c'est un désastre bien sûr émotionnellement pour la famille, mais c'est aussi un vrai casse-tête pour la promotion de Dallas. Déjà, c'est la star de la WCCW et le perdre, c'est perdre un champion NWA pour les années à venir et des rentrées financières conséquentes. Il faut aussi le remplacer parce que c'est la star du trio Von Erich qu'il forme avec ses frères Kerry et Kevin. Trio Von Erich qui se produit souvent face aux Fabulous Freebirds, Michael Hayes, Terry Gordy et Buddy Roberts. S'ils ne peuvent pas se produire à trois, c'est perdre une partie du show en plus. Concentrons-nous alors sur les candidats possibles à sa succession. Mike Von Erich, c'est le quatrième frère, né le 2 mars 1964. Il n'est pas destiné au premier rôle. Déjà, il y a un écart physique important entre lui et le trio de tête qui est d'ailleurs très bien retranscrit dans le film. Ensuite, beaucoup de témoignages s'accordent à dire qu'il s'épanouissait réellement dans le côté technique et production derrière le catch, une place en coulisses qui lui convenait très bien. Il pouvait faire des apparitions occasionnelles aux côtés de ses frères pour le show, mais personne ne le voyait occuper un premier rôle sur le ring. Mais ça, c'est sans compter Fritz et la mort de David. Très vite, il est propulsé sur le devant de la scène, vendu comme le nouveau talent générationnel de la famille Von Erich. Mais malheureusement, c'est évident pour tout le monde, il n'a pas le talent de showman de David ou les prouesses physiques et techniques de Kevin et Kerry. Il ne dépassera jamais les 80 kilos, mais tous les documents promotionnels le vendent comme un buffle de 100 kilos. Il est clairement pas fait pour gérer la pression. Et beaucoup de personnes ne le sont pas dans un contexte pareil. Il a un comportement de plus en plus erratique qui l'amène même jusqu'à agresser un docteur en début mai 1985. Il prend des doses de stéroïdes beaucoup trop importantes pour compenser son retard physique.
et il est de plus retenu par une douleur chronique à l'épaule qui l'empêche de performer. La popularité de World Class amène parfois les catcheurs à se produire à l'international. Et lors d'un match à l'été 1985 dans l'État d'Israël, Mike se blesse très sérieusement à cette même épaule. Il est contraint à une opération chirurgicale qui semble s'être bien déroulée dans un premier temps. A member of the famous Von Erich professional wrestling family is in critical condition at this hour in Baylor Hospital. 21-year-old Mike Von Erich is suffering from toxic shock syndrome. Il s'en sort miraculeusement et il en faut pas plus au fondamentaliste Fritz pour le rebaptiser en The Walking Miracle. That boy is going to be fine, thanks be to the Almighty himself, to the capable hands of these wonderful doctors. Ça semble cependant un petit peu compliqué parce qu'il a perdu 20 kilos et surtout il présente des signes troublants de dommages cérébraux. Trop tôt, il est obligé à tenir une conférence de presse avec son frère Kevin alors qu'il est incapable de tenir plus de 3 mots cohérents. Trop tôt, il est paradé en fauteuil roulant devant 25 000 fans au Cotton Bowl pour saluer la foule. Et surtout, beaucoup trop tôt, il est renvoyé sur le ring à l'été 1986 alors qu'il a tout simplement contracté une hépatite. À ce stade, j'ai vraiment plus les mots. C'est alors évident pour tout le monde qu'il pourra seulement performer à une fraction de ce qu'il pouvait. Dans les interviews qu'il donne à cette époque, il est de plus en plus incohérent et erratique et sa santé mentale se dégrade. Il sombre lui aussi dans le même cycle de drogue et d'antidouleurs qui ont déjà coûté la vie au frère qu'il est censé remplacer. En novembre 85, il cartonne sa voiture et s'en sort miraculeusement avec seulement une blessure à la tête, mais entre vous et moi, ça a pas dû arranger les choses. En mai 86, il est arrêté en état d'ébriété et doit passer 6 heures en prison. Mais le clou dans le cercueil, c'est en avril 1987 quand il est arrêté alors que son véhicule fait désembarder sur la route. Il est en possession de marijuana et surtout d'une quantité très inquiétante d'antidouleurs. Il essaye de soudoyer sans succès l'officier de police qui l'a arrêté et est contrôlé positif à l'alcool et à la drogue dans le sang. La famille paye sa caution le lendemain et c'est la dernière fois que quelqu'un le verra vivant. As his mother and brother looked on, the family's worst fears were confirmed. Professional wrestler Mike Von Erich is dead, the apparent victim of suicide. Il est découvert quelques jours plus tard dans son sac de couchage près d'un lac non loin de la propriété de ses parents. Il a ingéré une dose létale de Placidil, un antidouleur. Il avait seulement 23 ans. Les sources varient à ce sujet, mais apparemment il laisse à côté de sa lettre de suicide un deuxième flacon d'antidouleur pour son frère Chris pour quand, je cite, il sera prêt à quitter ce monde. Une phrase absolument pas prophétique. After so much tragedy and with the family legacy in jeopardy, Fritz's youngest son Chris steps into the ring attempting to pick up where his brothers left off. Si vous avez vu le film, vous êtes sûrement un peu surpris. Effectivement, il existe un 5e frère Von Erich, Chris, né en 1969. Et bon, je peux comprendre qu'il l'ait pas inclus dans le film parce que scénaristiquement, globalement, Chris, c'est la même histoire que Mike, mais en plus triste. Parce que Chris est encore moins destiné au sport que ses frères aînés. Il a dû composer avec un asthme très sévère, l'obligeant à prendre du prednisone depuis son plus jeune âge. Et ce produit, ça a altéré sa croissance et résulté à une stature beaucoup plus petite que celle de ses frères aînés. Il a aussi les os extrêmement fragiles et est victime de fractures à répétition, même en exécutant les moves les plus basiques. Quand Mike disparaît, Chris n'a pas encore commencé sa carrière de catcheur. Donc le message qu'il a potentiellement laissé, il est très prescient parce qu'il sait que son père va pas lui laisser le choix de toute façon. Au début des années 90, World Class est très mal en point. David et Mike sont décédés bien sûr, mais on a aussi Kerry qui décide d'aller se produire à la WWF qui est en train de s'étendre à cette époque-là. Sans la présence de ses frères, faut envoyer un nouveau Von Erich à l'abattoir. Chris est malheureusement, en plus de ça, déjà addict aux antidouleurs et aux drogues récréatives. Il était le plus proche de Mike et sa mort le plonge dans une profonde dépression. Ajoutez à cela les blessures à répétition et la pression abominable qu'il a sur sa carrière de catcheur alors qu'il peut tout simplement pas se produire à 100%, et Chris se tire une balle dans la tête en septembre 1991. Il avait 21 ans. His whole life, all he could dream of was being a wrestler, and so the fact that that wasn't going to happen made it where I think he just didn't want to be alive anymore. Alors, juste avant mon frère au destin tragique préféré, il y avait 2 autres candidats dans la promotion qui étaient pressentis pour succéder à David. Le premier, c'est une histoire très marrante. Enfin,
aussi marrante qu'une histoire autour des Von Erich peut être. C'est un bail de faux cousins inventé de toutes pièces par les Von Erich qui est pas hyper bien passé du côté du public, mais je voulais pas encombrer encore plus la vidéo, donc j'en ferai sûrement un petit featurette bonus. Mais l'autre successeur, c'est Gino Hernandez. Pour beaucoup, c'est considéré d'ailleurs comme la réelle star de la WCCW à partir du moment où David est décédé. De base, ils forment un duo de heels super marrant, je le trouve, avec Chris Adams qui a la particularité de raser les cheveux de leur adversaire qu'ils arrivent à immobiliser. C'est face à ce même Chris Adams qu'il va passer babyface dans un match où il est censé le rendre aveugle. Enfin, pas de panique, Chris Adams n'est pas réellement devenu aveugle, mais il est quand même obligé de faire semblant dans les mois qui viennent pour une raison de kayfabe. Mais malheureusement, Gino Hernandez va jamais pouvoir profiter de ce nouveau statut parce qu'il décède d'une overdose de cocaïne quelques jours plus tard seulement. C'est une des morts les plus suspectes de l'histoire du catch et qui surtout met en exergue le problème de consommation de drogue latent qu'il y a dans la WCCW à cette époque. Globalement, une nouvelle histoire hyper fun autour des Von Erich. Bon, maintenant, faut aborder l'éléphant dans la pièce. Parce que dans toute cette liste de successeurs possibles à David, est-ce qu'il n'y en avait pas un qui était beaucoup plus évident? Je vais occulter Kevin parce que même à l'époque où David était encore vivant, il n'était pas forcément vu comme étant celui avec le petit élément Star Factor qui te distingue des plus grands. Moi, ce que je demande, c'est pourquoi ne pas avoir misé sur Kerry? J'en suis à plusieurs vidéos visionnées pour mes recherches et vraiment, pour moi, Kerry, c'est la star en fait. C'est une bête de scène, un monstre physique et explosif et en plus plutôt beau gosse. Donc pourquoi la WCCW en fait pas sa tête d'affiche tout simplement? D'autant que pour le match commémoratif de David face à Ric Flair, c'est lui qui est choisi pour aller sur le ring et devenir le champion. Alors le pourquoi va devenir explicite très vite. Remontons une dernière fois l'horloge, on est en 1983, un an avant la mort de David. Kerry rentre de son voyage de noces au Mexique et se fait contrôler par la douane. Il s'est fait attraper avec 18 tablettes de médicaments dans sa poche droite. Dans son pantalon, un sac en plastique contenant un assortiment de 300 autres cachets, parmi lesquels de la codéine, du diazépam et du percodane, 10 grammes de marijuana et 6,5 grammes de poudre bleue et blanche. S'il s'en sort, c'est grâce au pouvoir politique de son père et à son statut de superstar. Vous l'aurez compris, celui qui prend le plus à bras-le-corps le mode de vie de catcheur fondé sur la drogue, c'est Kerry. Il rend son titre de champion NWA en grande partie pour ces raisons. La Ligue sait qu'elle ne pourra pas compter sur lui sur le long terme à cause de son rythme de vie erratique. Et a raison, parce qu'en juin 1986, 2 ans après son règne de 18 jours, complètement shooté, il va percuter un véhicule de police à l'arrêt alors qu'il est au guidon de sa moto. Ouais, même si le film trouve plus poétique de lui faire avoir son accident le soir de son titre, c'est bien 2 ans après que les faits se sont produits. Il souffre d'une luxation de la hanche, une cheville en morceaux et des blessures internes. Les chirurgiens parviennent à sauver son pied après 13 heures d'opération. Une blessure de cette ampleur, ça signifie normalement une fin de carrière. Mais à cette époque-là, la WCCW est déjà mal en point. Donc Kerry va remonter sur le ring en décembre 1986. Rappel, 6 mois avant, il a été dans un accident qui a failli lui faire perdre son pied. On est des mois, voire des années avant toute récupération et guérison acceptable. Bon allez, nouvelle partie de l'article de Irving Muchnick qui n'a pas son pareil pour raconter les choses horribles. Son adversaire du soir avait pour instruction de vendre la performance de Kerry. Parce qu'il était clair que l'homme qui était à l'époque le plus agile des catcheurs de plus de 110 kilos serait virtuellement immobile, quand bien même ils allaient produire du spectacle. Alors quand Kerry s'est changé dans son costume, un docteur a chargé une seringue avec assez de Novocaine pour sédater le sabot d'un cheval. Ainsi remonté à bloc, Kerry mit de côté ses béquilles, serra les dents et boita vers le ring. Le match a duré 5 minutes et comme convenu, Kerry l'a remporté. Après cela, quand la Novocaine s'est dissipée, il s'est avéré à l'examen que la cheville s'était cassée de nouveau. Kerry doit être amputé. Et oui, malgré son accident, il aurait pu garder son pied. Il revient 1 an après sur le ring avec une prothèse. Mais personne en dehors de la famille n'est au courant. Parce que ça ne rentre pas dans le narratif, il faut garder la face. Bien sûr, la douleur provoquée par ces conditions de combat ne font qu'empirer son addiction aux différentes drogues et antidouleurs. Il continue malgré tout son activité au sein de la WCCW jusqu'en 1990.
Il rejoint alors le casting de la WWF de Vince McMahon Jr., dans laquelle il va se produire pendant 2 ans. Relabellisé The Texas Tornado, il va pas laisser une trace indélébile de son passage. En effet, hors du giron de son père, c'est finalement un catcheur parmi tant d'autres dans la grande machine de Vince McMahon Jr. Regardez des vidéos des matchs de l'époque, ça fait vraiment froid dans le dos quand on sait qu'il était complètement accro aux drogues dures et surtout qu'il combat sur une seule jambe. Il n'y a rien qui transparaît dans ces vidéos et surtout, il garde un niveau physique hallucinant. J'ose même pas imaginer la dose de stéroïdes qui s'envoie en plus des antidouleurs. Il finit par revenir dans son Texas natal en 1992 donc, et à ce moment-là, c'est plus la WCCW qui est la promotion principale de Dallas. C'est la Global Wrestling Federation. Les changements de main des territoires à cette époque, c'est un peu le Far West parce que la WWF est en train de tout casser. Tout ce que vous devez savoir, c'est que Fritz est hors du business et Kevin n'est pas très loin de raccrocher les crampons à ce moment-là. En tout cas, hors de la protection de son père et de celle de la WWF, c'est le premier moment où le public entend parler des problèmes d'addiction de Kerry. Comme un miroir de la fin de vie de Mike, il a lui aussi des démêlés avec la justice. Il est arrêté 2 fois en l'espace de quelques mois pour des motifs de possession de drogue et surtout, il était en sursis suite à sa dernière arrestation. Donc ça veut dire que cette fois, cette condamnation, c'est de la prison ferme. Son mariage est en lambeaux et c'en est trop mentalement pour lui. Une journée après le verdict, il se rend au ranch de son père et se tire une balle dans la poitrine. Il avait 33 ans au moment de sa mort, un vieil homme comparé à ses autres frères défunts. Au moment de conclure cette vidéo, j'espère qu'il apparaît comme clair qu'une grande part de responsabilité dans ces événements est sur les épaules de Fritz Von Erich. Toute personne qui envoie 4 de ses fils vers une mort évitable à cause de l'emprise qu'il a sur eux est globalement une personne plutôt monstrueuse pour moi. Et encore, dans cette vidéo assez dense, dites-vous que j'ai même pas peint tout le tableau noir qui se cache derrière le personnage sordide qu'est Fritz Von Erich. Du coup, je vous lâche juste ces dernières petites anecdotes pêle-mêle. Il y a la fois où il a feint une crise cardiaque devant le public pour générer de la sympathie au moment où la WCCW commençait à un peu se casser la gueule. Il y a la liste beaucoup trop importante de catcheurs morts liés à la consommation de drogue qui sont passés par la WCCW et qui montrent que c'était bien un problème systémique au sein de cette ligue. Et puis il y a la fois où il a braqué un pistolet sur la tempe de Kevin en lui disant d'aller se suicider lui aussi. À force, vous connaissez le personnage. Après 42 ans de mariage et peu avant la mort de Kerry, Doris Atkinson demande le divorce. Dieu seul sait ce qu'elle a dû voir et endurer pendant toutes ces années alors que Fritz broyait ses enfants. Si je dis ça, c'est aussi de manière littérale parce que c'est une personne quasi absente des récits que j'ai pu parcourir. Jack Atkinson décède d'un cancer du poumon en 1997. Ne lui survivent qu'un seul fils sur les 6 qui étaient les siens. Kevin sera le seul représentant de la famille Von Erich lorsque ceux-ci furent introduits au WWE Hall of Fame de 2009. Doris elle-même décédera en 2015 à l'âge de 82 ans. Elle aura pu assister à l'avènement de la 3e génération des Von Erich. La fille de Kerry, Lacey, a pu avoir une carrière de 5 ans chez Wrestlicious et Impact Wrestling avant de se retirer du sport. 2 fils de Kevin, Marshall et Ross, sont toujours en activité de nos jours. À respectivement 36 et 32 ans, ils ont pu avoir une carrière plutôt tranquille, loin de la pression qui était infligée à leurs oncles. Et j'imagine que c'est ce que j'aimerais retenir. À la suite de tous ces traumas, Kevin a réussi à chasser ses démons et construire une famille unie bien plus saine que celle dans laquelle il a grandi. Je suis pas d'accord avec lui sur tout, mais force est de constater qu'il a su briser le cercle d'abus dont il a été victime. Et il y a quelque chose de très inspirant dans tout ça et porteur d'espoir. Et Dieu sait que cette histoire avait besoin d'un héros à la fin heureuse. Voilà, c'en est tout pour moi pour cette vidéo gargantuesque. J'espère que c'était pas trop indigeste et j'avoue que je suis un peu terrifié de ce que ça donne au niveau du produit final. C'est vrai que ça fait toujours un peu peur de s'éloigner de son domaine d'expertise et j'espérais vraiment bénéficier de la hype de ce film, mais bon, si j'arrivais à sortir les choses en temps et en heure, on serait pas sur cette chaîne.
C'était un véritable plaisir de me plonger dans les archives du catch des années 80, qui était un domaine que je connaissais pas du tout, et j'espère que j'ai su le rendre attrayant pour vous. Si c'est le cas et vous pensez que d'autres personnes pourraient être intéressées, franchement, n'hésitez pas à partager. J'ai vraiment une toute petite communauté que j'adore néanmoins. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais un partage, ça m'aide démesurément. Et voilà, je suis vraiment très curieux d'avoir votre avis parce que c'est quelque chose de nouveau pour moi, donc votre avis compte énormément. Là, tout de suite, j'avoue que j'hésite un peu à en refaire parce que c'était quand même un sacré travail au niveau des recherches, de l'écriture, du montage et surtout du tournage. J'avais vraiment l'impression de pas m'en sortir. Mais c'est vrai qu'en même temps, j'ai un peu envie de développer ça sur certains films que j'ai vus récemment. Pourquoi pas The Apprentice, avec le personnage de Roy Cohn et toute l'ascension de Donald Trump dans les premières années, en fait. Et en même temps, en ce moment, avec l'actualité, il y a mon intérêt spécifique qui est Mark Zuckerberg qui revient dans ma tête et un peu la relation qu'il a par rapport à The Social Network. Mais quand je pense à ça, je pense aussi à la charge de travail et du coup, ça me fait un peu hésiter. En attendant, j'abandonne pas du tout le style analytique que je peux avoir sur cette chaîne, cette espèce de commentaire vidéo que je peux faire. D'ailleurs, j'en ai déjà un en cours de recherche et d'écriture, promis. Je sais que c'est ce que je vous dis à chaque fois et que vous connaissez la musique à force, mais promis, cette année, j'essaie de faire plus de vidéos. Et sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et continuer de regarder des films.